Nous clôturons ce matin notre cycle des grands commandeurs et des principaux responsables du ministère des Armées. Nous recevons ce matin le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Mon général, les événements au Proche et Moyen-Orient, après l'Ukraine, ont illustré l'importance de la puissance aérospatiale qui est un enjeu stratégique majeur. Fort de ce constat, en mars dernier, le président de la République a d'ailleurs annoncé, lors de son déplacement sur la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur, l'augmentation du nombre de commandes de Rafale et le renforcement de la composante aéroportée de la dissuasion. Nous serions très intéressés de connaître l'état de vos réflexions concernant le meilleur format de nos forces aériennes conventionnelles et forces aériennes stratégiques. Le 17 juin dernier, une délégation de notre commission s'est rendue au Salon du Bourget, où nous avons eu d'ailleurs le plaisir de vous y retrouver dans tous les stands que vous arpentiez avec d'un pas lancé et avec rythmé et avec beaucoup d'enthousiasme. Et à cette occasion, il nous a été présenté les évolutions technologiques majeures affectant votre domaine de responsabilité. Je pense notamment aux évolutions liées au spatial de défense avec les problématiques propres aux satellites et orbites stratégiques, aux évolutions touchant le domaine capacitaire avec le développement et l'intégration de technologies de rupture, chasseurs 5e génération, drones, connectivité étendue, intelligence artificielle, permettant de garantir l'ascendant opérationnel. Aux évolutions liées à la très haute altitude, qui a des incidences en matière de renseignement et de surveillance, mais également de supériorité aérienne. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à ma sollicitation d'audition sur votre montée en puissance sur la très haute altitude. Et nous recevrons d'ici la rentrée, mes chers collègues, le général de brigade aérienne Alexis Rougier, qui pourra nous exposer votre stratégie en la matière. Dans cette véritable compétition technologique, quelles sont vos priorités et vos axes d'effort ? Par ailleurs, je sais que vous avez également à cœur de valoriser nos aviateurs et de capitaliser sur 3 qualités qui leur sont propres, l'esprit pionnier, l'agilité et l'ouverture. Sur cet aspect de ressources humaines, vos objectifs pour 2025 en termes de recrutement et de fidélisation sont-ils atteints ? Si vous pourrez nous répondre aussi à cette question. Mon général, votre venue aujourd'hui est donc l'occasion pour vous, d'une part, de nous présenter vos objectifs et vos déclinaisons concrètes de votre stratégie, et d'autre part, de nous faire un bilan de la loi de programmation militaire pour 2025. Sans plus tarder, mon général, je vous cède respectueusement la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés de la Commission. Déjà très heureux de clôturer cette année avec vous après l'avoir commencé le 23 octobre dernier à l'occasion donc des auditions sur le projet de la loi de finances 2025. C'est donc la seconde fois que je me présente devant vous à la tête donc de l'armée de l'air et de l'espace, et cette fois-ci pour vous exposer un bilan et les perspectives d'adaptation donc du format de l'armée de l'air et de l'espace au regard un peu de l'évolution de l'état de la menace et bien sûr répondre ensuite à vos questions. C'est donc l'occasion pour moi de vous exposer mon analyse un peu du contexte stratégique et au travers des enjeux et des défis qui attendent l'armée de l'air et de l'espace, de ce qui, à mon sens, se joue en ce moment même, donc dans la 3e dimension pour la puissance militaire aérospatiale. Pour commencer, donc, selon moi, 5 tendances stratégiques en ce moment. 1. Une brutalisation des relations internationales, c'est-à-dire à la fois le recours désinhibé à la force et à la surenchère dans le niveau de violence. Le recours à la force, d'abord, on a dit pendant 30 ans, l'option militaire ne résout rien. Finalement, on en revient. Un exemple, le Haut-Karabakh, coup de force de l'Azerbaïdjan qui tranche en quelques jours un conflit gelé depuis des décennies. Surenchère dans le niveau de la violence ensuite. Regardez un peu les quantités de munitions qui sont tirées chaque jour sur l'Ukraine, ou les salves entre Israël et Iran. Les ordres de grandeur sont vraiment spectaculaires. Tout théâtre confondu, Israël en est à plus de 100 000 munitions tirées depuis 1 an et demi. Et on atteint des degrés difficilement inimaginables il y a encore quelques années. Deuxième point,
récusation du modèle occidental et l'érosion de notre cadre normatif. Il y a un vrai élan de contestation donc, du leadership occidental dont Vladimir Poutine se sert pour attiser les tensions et fédérer un soi-disant Sud global dont le seul dénominateur commun est précisément cette contestation, sans autre convergence ni cohérence stratégique, mais finalement la tendance est bien plus grave, bien plus qu'une simple question de leadership. C'est finalement un peu l'effondrement du cadre hérité de l'après-guerre pour normer les rapports entre États et réguler donc la violence. Et cette fragilisation vient aussi de l'intérieur de l'Occident, avec une tendance globale au bashing de tout ce qui norme et régule. Troisième point, innovation dans l'armement complètement débridé, et débridé aux deux bornes, c'est-à-dire à la fois dans l'ultra sophistiqué, mais également dans l'ultra rudimentaire. D'un côté, du haut de spectre, on pense bien sûr aux armements de pointe, comme les satellites, les missiles hypersoniques, et dans le même temps, c'est l'effervescence du côté bas de spectre, avec des capacités autrefois réservées aux États et aujourd'hui à la portée de groupes armés, comme les Houthis par exemple. Et cette innovation débridée s'inscrit dans un contexte de course à la masse et au coût. Les Russes sont capables de produire 170 Shahed par jour et de développer de nouveaux drones malgré les sanctions internationales. En dépeçant l'épave d'un nouveau drone russe, on a trouvé des batteries chinoises, bien sûr, mais aussi des capteurs Sony japonais, jusqu'à une cinquantaine de composantes provenant donc de différents pays étrangers. Et en face, l'industrie ukrainienne n'est pas en reste sur ce segment. On a recensé plus de 50 000 frappes de drones sur les forces ou le territoire russe, rien qu'au mois de décembre 2024. Quatrième point, puissance de l'information. La numérisation des sociétés confère à l'information véritablement une valeur stratégique. Exemple, l'Inde-Pakistan, ça ne vous a pas échappé non plus, avec la place prise dans les débats dès le lendemain des affrontements sur la question du ou des rafales abattues, sur la base donc de contenus largement instrumentalisés, avec derrière une manœuvre bien sûr informationnelle orchestrée en soutien des intérêts de la BITD chinoise, et en face, silence radio, donc de la partie des Indiens, ce qui ne nous a pas forcément facilité la tâche. Moi, je pense qu'il faut retenir 3 points essentiels de cet événement. 1. L'Inde a affiché son entière satisfaction quant aux performances du matériel français et notamment de l'armement de précision et des Rafales. 2. L'engagement aérien dans la nuit du 6 ou 7 mai a été une intensité incroyable et d'une complexité très rare. Vous avez d'un côté 60 à 70 avions de chasse qui engagent de l'autre côté 40 à 50 avions pakistanais de nuit. Ça, c'est de la véritable haute intensité et il est assez logique que derrière, il y ait un peu d'attrition au bout de ce combat. Et l'Inde, ensuite, avait prévenu le Pakistan de l'imminence donc, du raid, puisque j'ai eu mon homologue donc, indien au bout du fil pour lui demander « mais pourquoi tu ne t'exprimes pas ?» Ben, tout simplement parce que, déjà, je ne veux pas escalader ce combat. Et deuxièmement, j'ai souhaité prévenir les Pakistanais parce que ce sont quand même 2 pays dotés et l'effet de surprise quand vous avez en face un pays doté de l'arme nucléaire peut s'appeler un effet boomerang qui peut être vraiment très difficile à résorber. Donc derrière, il y a eu véritablement une volonté des Indiens de prévenir les Pakistanais et donc l'effet de surprise n'a pas eu lieu, ce qui a été plus compliqué pour eux dans ce qu'ils ont entrepris. Voilà, donc on a pris acte de cette nouvelle dimension dans la guerre, c'est-à-dire cette dimension informationnelle. On considère le champ informationnel comme véritablement un champ de conflictualité à part entière et on l'érige d'ailleurs dans l'influence comme une 6e fonction stratégique. Ça veut dire que l'on peut nous aussi se servir de ce champ de bataille à notre avantage. Regardez un peu ce qu'ont fait les Américains avec le raid sur l'Iran. Ils ont contrôlé les pseudo-fuites puis alimenter et booster tous les contenus open source qui commentaient le déploiement de B2 cap à l'ouest pour focaliser l'attention de tout le monde. Alors que finalement, le vrai package, le vrai raid, il est parti cap à l'est. Et ça a totalement fonctionné. 5e et dernier point de ce constat un peu stratégique et de ces tendances stratégiques, le changement climatique. Je termine un peu sur la trajectoire du climat qui est finalement un peu le catalyseur du chaos, avec des épisodes météorologiques extrêmes, déplacement de population, guerre d'accès aux ressources, etc. Pour nous, l'impact du dérèglement climatique
a véritablement une importance sur la bonne réalisation de nos missions. Et nous devons les prendre en compte, notamment l'armée de l'air et de l'espace, qui est un peu en première ligne. Regardez ce qui s'est passé à la suite du cyclone donc Chido, à Mayotte, ou à La Réunion, juste après. Et aussi parce que nos bases sont exposées au dérèglement climatique. Je prends l'exemple de 2022 Cazaux. On avait donc redéployé l'ensemble de nos Rafales sur cette base à Cazaux parce que nous étions en train de faire des travaux à Mont-de-Marsan, et la base s'est retrouvée donc complètement encerclée donc par un incendie. Il a fallu redéployer encore les Rafales pour pouvoir les mettre à l'abri. 2018, Tyndall, donc base américaine en Floride, complètement ravagée suite au passage d'un cyclone, c'est-à-dire 2/3 des avions de chasse détruits, des infrastructures complètement en berne, et avec finalement donc 5 milliards de réparations sur cette base. Et en septembre dernier, rebolote sur la même base suite au passage donc d'un cyclone. Il y a donc pour moi une vraie réflexion à mener sur notre capacité à opérer dans un monde à plus de 3 ou 4 degrés. Et enfin, parce qu'on ne peut pas rester à l'écart donc de l'enjeu d'atténuation du phénomène, c'est-à-dire en prenant notre juste part des efforts de réduction des émissions, nous devons, nous aussi, nous poser les bonnes questions sur la manière dont on peut participer, contribuer à l'atténuation donc de ce changement climatique. Cumul de ces tendances stratégiques, finalement, se cristallise en 4 défis dans la 3e dimension. Je vais simplement les citer très rapidement avant de prendre un peu de recul sur ce qui se joue en ce moment, même en termes de puissance militaire aérospatiale, qui, à mon avis, est véritablement le cœur de notre réponse de tous les défis. 1. Le retour du fait nucléaire dans le dialogue stratégique entre les États. C'est déjà clair dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ce qui se passe depuis quelques jours en Iran en est un autre exemple très clair. Et bien sûr, pour les forces aériennes stratégiques en complément des forces océaniques, et je dis bien en complément et de manière non hiérarchisée, et ce complément est important parce que ce sont 2 modes d'action qui se complètent, qui sont des modes d'action à la fois en aérobie ou en balistique. Ça veut dire que nous devons et nous avons un impératif de crédibilité opérationnelle, très important et plus fort que jamais. Et quand je parle de crédibilité opérationnelle, je veux dire aussi crédibilité technologique, c'est-à-dire l'indispensable modernisation de nos moyens, et on pourra revenir sur le Rafale standard F5 et sur le nouveau missile ASN-4G, et c'est bien sûr aussi une crédibilité politique, et là, pour le coup, nous sommes très forts dans ce domaine-là. Mon homologue, quand j'étais patron des forces aériennes stratégiques, me disait « Quelle chance tu as d'avoir à chaque mandat un président qui s'exprime sur la dissuasion nucléaire ». 2e point, la militarisation de l'espace et finalement l'élargissement de cette dynamique vers la très haute altitude, avec une véritable explosion des menaces dans cette tranche d'altitude. On sort d'un temps fort au Bourget, ça ne vous a pas échappé, où notamment vous avez pu suivre l'annonce donc de la stratégie des armées pour la très haute altitude par le ministre des Armées. Nous répondrons d'ailleurs à votre invitation, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, pour expliquer ce qui se joue donc dans cette tranche d'altitude, la très haute altitude, entre 20 km et 100 km. Et puis on a eu aussi, pendant ce Bourget, des annonces assez fortes, mais je reviendrai, par le Président de la République au moment du Space Hub. 3e point, le caractère non permissif des espaces aériens. Et donc le grand retour du sujet de la supériorité aérienne après des années et des années d'opérations en milieu aérien où finalement nous avions la supériorité, nous étions dans des milieux permissifs et donc nous ne nous reposions pas cette question. Ce n'est plus le cas. Et les capacités donc de suppression des défenses aériennes ennemies et de guerre électromagnétique doivent être absolument recouvrées. 4e point et dernier point, le défi transverse de l'intelligence artificielle de combat. L'intelligence artificielle dans les drones, c'est la révolution dans la révolution. L'intelligence artificielle dans le commandement et le contrôle de nos opérations, c'est réellement une accélération de l'analyse de la situation pour décider au plus vite. C'est être en mesure de faire fonctionner cette fameuse boucle observation, orientation, décision, action beaucoup plus vite que notre adversaire. Et donc ces gages de supériorité opérationnelle. Donc aujourd'hui, avec l'IA, demain avec le quantique, il y a véritablement un virage qu'on ne peut pas se permettre donc
de rater. Vu la multitude des défis, vu leur complexité, il faut une réponse claire et bien ordonnée, et pour la construire, il faut partir d'une compréhension partagée de tous les niveaux de cette puissance militaire aérospatiale. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous venons donc de rédiger un document cadre qui la définit. Je crois que vous l'avez tous lu ici. Je vous invite à le lire. On s'est posé énormément de questions, on l'a énormément travaillé, mais on a voulu, après la vision stratégique, définir ce qu'est, selon nous, la puissance militaire aérospatiale. Cette présentation a été officielle au Bourget. Il y a une réflexion qui, en fait, s'articule autour de 4 dynamiques sur lesquelles je veux dire un mot. 1. Je commence par parler par l'offensif, c'est-à-dire le défi de l'avant. Je martèle une idée essentielle depuis ma prise de fonction. Les dispositifs de défense aérienne ennemie ne sont pas infranchissables, à condition de se donner les moyens de les défaire. Et une fois qu'on a défait ces défenses solaires, le roi est nu. C'est réellement un axe fort de mon travail de pédagogie et de notre développement capacitaire, notamment de notre Rafale qui restera capable de percer n'importe quel dispositif de déni d'accès avec ses évolutions, puis avec le drone de combat, donc l'UCAV, et enfin le système de combat aérien du futur. Les axes sont assez clairs. Capacité de suppression des défenses aériennes ennemies avec de nouvelles armes en cours de développement, à la fois pour cibler les systèmes solaires et pour frapper dans la profondeur. C'est donc le programme RJ10 qui doit donc nous redonner cette capacité SID. Plus largement, tout ce qui permet de combattre et de prendre l'avantage dans un environnement électromagnétique assez dense et hostile. Vous avez d'ailleurs parfaitement compris cet enjeu en déclenchant une mission d'information sur la guerre électronique, ce qui est une très bonne chose. Sur ce défi de l'avant, je voudrais aussi partager avec vous une analyse à froid, purement opérationnelle, certainement pas politique, mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur la manière dont les Israéliens ont mené leur attaque sur l'Iran. Octobre 2024, 3 raids. Un premier qui neutralise la défense antiaérienne syrienne et les radars du régime de Téhéran déployés en Irak. Un deuxième raid qui vise les moyens radars et solaires en Iran. Et un troisième qui cible les infrastructures militaro-industrielles liées au programme balistique et de drones. La capacité SID, donc de suppression des défenses aériennes ennemies, a donc été déterminante dans l'acquisition de cette supériorité aérienne par Israël. Contribution au sol reste un peu à évaluer. Et où sont positionnées les forces spéciales, les drones lancés depuis l'Iran, etc., ça reste à déterminer. Mais c'est essentiellement l'emploi de l'armée de l'air israélienne avec des missiles anti-radiation, donc SID, et des missiles aérobalistiques. Les missiles aérobalistiques qu'ils ont utilisés, c'est du Blue Sparrow, du Silver Sparrow, qui a permis justement donc d'atteindre ces différents objectifs avec des distances énormes. On parle de la classe de 1000 km pour le Blue Sparrow ou de 2000 km pour le Silver Sparrow. Ajoutez ça avec l'allonge d'un couple MRTT Rafale et vous avez là une allonge et une frappe dans la profondeur de plusieurs milliers de kilomètres. Donc retenez bien, d'un côté ces missiles anti-radiation, SID, qui en fait aident le raid en réactif avec des systèmes de défense solaire qui sont mobiles parce que justement ils arrivent à les localiser dès qu'ils émettent, et ça c'est de l'ordre d'une centaine de kilomètres, et puis des missiles balistiques, aérobalistiques, qu'a utilisé donc Israël, qui sont là pour le coup dans la classe des 1000 à 2000 km, et donc qui nous permettent d'avoir véritablement une frappe dans la profondeur. Derrière, l'opération Rising Lion, ça c'est en juin dernier, qui est venue tout simplement exploiter sur le long terme les résultats des missions d'octobre 2024. Grosso modo, la voie a été ouverte avec une véritable autoroute vers Téhéran. Cette opération, c'est par ailleurs doublé d'actions au sol, des forces spéciales, des modes d'action que l'on utilise et pour lesquels donc, on s'entraîne également aujourd'hui. En fait, ça a été facilité parce qu'en face, au-delà de cette autoroute qui s'était construite en octobre 2024, eh bien, il n'y avait plus de défense aérienne iranienne, il n'y avait plus d'aviation de chasse en Iran, etc. Et donc, ça a été véritablement pour eux beaucoup plus facile de pouvoir neutraliser les différents objectifs qu'ils s'étaient donnés.
Et puis après, vous avez l'opération Midnight Hammer, les Américains qui là ont encore élevé le curseur, avec, il faut dire, une véritable démonstration de ce que l'on peut faire dans le multimilieu, multichamp. Suprématie dans l'air, bien sûr, dans le champ électromagnétique, appui spatial, cyber, champ informationnel, comme je vous l'ai dit, sans oublier, bien sûr, le milieu donc sous-marin. Et là, on a eu un niveau de coordination et de SECOPS avec quand même pratiquement 125 appareils impliqués donc, dans ce raid de Midnight Hammer. Et je pense que surtout ce qu'il faut noter, c'est non seulement l'absence de tout décollage et de toute capacité de détection, sans même parler de tir de la part du solaire iranien. Et donc on s'est retrouvé avec une combinaison à la fois de missiles anti-radiation, de bombes GBU-57, de missiles de croisière, et en tout 75 munitions de précision qui ont été tirées en 25 minutes seulement, en pleine nuit, au-dessus de l'Iran. Ces opérations, en fait, permettent réellement de confirmer des axes d'effort déjà identifiés par l'armée de l'air et de l'espace. Elles réaffirment la capacité unique de la puissance aérospatiale à peser sur les options politiques. Elles démontrent que la doctrine occidentale, acquisition de la supériorité aérienne, frappe aérienne dans la profondeur, reste pertinente et efficace. Et elles confirment la nécessité de pouvoir mobiliser sur la durée un maximum de ces moyens au profit de telles opérations. Ce que nous, on l'appelle le MCO de combat. Pour mémoire, l'aviation israélienne possède à ce jour environ 300 avions de combat. Elle a effectué des raids journaliers allant jusqu'à 130 avions par raid, de manière soutenue, et ça pendant 12 jours de conflit. Un tel rythme n'est possible qu'avec un véritable MCO de combat. Et enfin, elle valide les besoins capacitaires de l'armée de l'air et de l'espace en matière de conciliation donc, de son arsenal de munitions, d'acquisition de capacités CID, notamment dans le champ électromagnétique, d'industrialisation du ciblage et de protection multicouche face aux menaces aériennes. Voilà ce qu'est pour moi le défi de l'avant. Maintenant, il y a une deuxième dynamique, c'est le défi de l'arrière. Cette victoire, elle n'est portée que si l'on est capable d'assurer la protection des bases arrière, comme ça a été notamment le cas en Israël avec le système de défense solaire multicouche qui a intercepté pratiquement 90% des missiles tirés en riposte par les Iraniens. C'est tout l'enjeu du maintien et du renforcement de nos capacités de défense solaire, mais de manière plus globale de nos systèmes de défense. Capacité à répondre aux attaques saturantes de drones avec des moyens en nombre et à bas coût qui est pour moi essentiel. On a des dispositifs particuliers de défense solaire que vous connaissez tous, qui sont mis en œuvre par l'armée de l'air et de l'espace, qui intègrent l'ensemble des effets nécessaires à la protection d'une zone du plus petit vers le plus gros. C'est bien sûr la lutte anti-drone. Ensuite, on monte d'un cran, ce sont les systèmes de défense solaire, très courte et moyenne portée, avec notamment le VLMIK ou le Santé. Et puis ensuite, on a la couche hélicoptère pour l'interception des menaces basse vitesse, chasse pour les menaces haute vitesse, et puis on peut aller un peu plus haut avec donc une espèce de surveillance dans la très haute altitude et puis l'espace. Tout ceci doit être appuyé par une capacité de coordination et d'intégration qui sont mises en œuvre par un système de commandement et de contrôle du commandement donc, des opérations aériennes de l'armée de l'air et de l'espace, et qui le fait à chaque fois. Hier, c'était au Bourget, et d'ailleurs, au Bourget, il y a eu quelques interceptions qui ont été réalisées grâce justement à cette bulle de protection qui a été mise en place par le CEDAW. Et puis demain, c'est le 14 juillet, vous avez d'ailleurs les premiers éléments qui sont déployés aujourd'hui un peu partout sur Paris pour pouvoir assurer cette bulle de protection. Nous devons impérativement étoffer ces capacités si nous voulons être résilients face aux menaces saturantes que j'ai évoquées en première partie de mon propos. Mais je voudrais ici parler du plus important pour l'armée de l'air et de l'espace lorsque l'on parle de défi de l'arrière, nos bases aériennes. Nos bases, principalement situées sur le territoire national, sont de véritables outils de combat. Oui, nous nous y entraînons au quotidien, mais surtout, nous y exerçons nos deux missions permanentes, H24, 365 jours par an, c'est-à-dire la mission de protection de l'espace aérien national, comme vous le savez, et la mission donc, de dissuasion nucléaire. Et c'est bien de ces mêmes bases, en plus, que l'on serait amené à intervenir, comme on l'a pu le faire pour la mission Hamilton donc en 2018. Ce fut l'enjeu de la dernière grande réforme aussi,
puisque l'on est parti donc d'une base 21 à une base 24 pour 2024, et nous en mesurons aujourd'hui les effets. Tout d'abord, nos bases sont au cœur des efforts de remontée de puissance de nos capacités de défense solaire. Elles doivent être à terme protégées avec des systèmes solaires multicouches intégrés que j'évoquais précédemment. On voit aussi l'importance de détecter la menace et de l'attribuer. C'est tout l'enjeu de l'alerte avancée. C'est un défi capacitaire d'ampleur qui suppose le déploiement de moyens dans l'air, la très haute altitude, mais aussi dans l'espace. Et c'est bien quand on aura cette architecture complète, alerte avancée, système de défense solaire, que l'on pourra protéger efficacement nos bases. Deuxième point, nos bases sont capables de projeter de la puissance aérienne partout dans le monde, vite et en masse. Ce sont les missions Pégase que l'on a réalisées depuis 2018. Et la dernière édition, ça ne nous a pas échappé non plus, c'est Pégase Grand Nord, qui est venu montrer un peu toute notre agilité. Donc nous avons décollé avec une dizaine de chasseurs. Nous avons réalisé un tir réel sur un champ de tir suédois quelques heures après. On s'est posé, on a fait quelques exercices donc avec les Suédois sur 2-3 jours, et ensuite et surtout, on est revenu en 2 vagues, entourant l'enclave de Kaliningrad. Donc c'était un signalement stratégique très fort vis-à-vis donc de la Russie, avec des rafales qui se sont posées directement en France et d'autres rafales qui sont allées se poser en Pologne, qui ont fait une mission avec les Polonais, et le jour d'après qui a redécollé, qui s'est posé en Croatie, qui a refait une mission avec les Croates, et ensuite qui s'est posé donc en France. L'idée était vraiment de démontrer notre agilité à pouvoir nous déployer à peu près partout avec une très faible empreinte logistique. Et le troisième point, enfin, c'est notre capacité à nous redéployer dans l'urgence, ce qu'on appelle des décollages de survie. C'était un exercice que l'on a mené il y a quelques semaines, l'exercice JAD, où un matin, sur une base aérienne, le commandant d'escadre a dit tout simplement « Messieurs, dans 2 heures, nous faisons l'objet d'une attaque balistique, et donc vous prenez vos avions, vous décollez en survie, et une fois en l'air, on vous dira où est-ce que vous vous reposez. » L'idée étant de remettre nos appareils à l'abri d'une menace éventuelle. Ça, c'est ce que l'on a fait encore une fois le mois dernier. J'ajoute au passage que pour projeter de la puissance, il faut bien sûr aussi une flotte de transport au bon niveau, et c'est donc la flotte A400M qui continue de monter en puissance en parallèle de nos capacités MRTT. Voilà. Encore une fois, bien sûr, vos travaux actuels avec la mission d'information sur la mobilité stratégique montrent que vous avez perçu à quel point ce domaine était important. Le sujet de l'arrière, c'est aussi la résilience du système de combat dans son ensemble. Le défi de l'arrière, c'est aussi une structure de soutien de nos bases qui revient sur un concept très simple. Un chef, une mission, des moyens pour faire donc cette mission au niveau de l'outil de combat, une manière d'être extrêmement efficace dans le soutien de nos opérations au niveau des bases aériennes. Enfin, le défi de l'arrière, c'est aussi le renforcement de notre cohésion nationale. Les armées, le CEMA vous l'a dit, sont pleinement engagées dans cet effort, et l'armée de l'air et de l'espace en a fait un axe majeur, notamment au travers, et on pourra y revenir, des escadrilles Air Jeunesse. Nous avons 1300 équipiers aujourd'hui pour 37 escadrilles, et on devrait atteindre donc 46 escadrilles à la rentrée avec à peu près 2000 jeunes. À travers de ce dispositif et de plusieurs d'autres, il y a des stages, lycées militaires, classes de défense, nous expliquons à notre jeunesse le pourquoi de la nécessité d'un effort de défense. Et nous y gagnons sur tous les points, car notre force, vous l'avez bien compris, ce sont les aviateurs et les aviatrices. Nous n'avons pas de problème de recrutement, Monsieur le Président, tout grade confondu. Nous avons atteint notre objectif de 2024 et nous dépasserons probablement ceux de 2025, avec une balance à plus de 3600 aviateurs environ. Et par ailleurs, et même si la fidélisation demeure un défi, les mesures prises sur cette LPM, NPRM, fidélisation à 360, etc., ont permis réellement de stabiliser le schéma d'emploi depuis 2024 et la dynamique reste positive sur 2025. Défi de l'avant, défi de l'arrière, troisième dynamique, la verticale et le continuum donc dans la troisième dimension. Vous le lisez partout, véritable explosion de la menace dans l'espace et la très haute altitude, et donc dans l'aérien. Désormais, nous ne nous limitons plus à considérer donc notre action jusqu'au niveau de vol 500, mais nous montons jusqu'au niveau de vol 3300.
c'est-à-dire à peu près à 100 km, c'est-à-dire ce qui s'appelle la ligne de Kármán, et à considérer donc de façon continue tout ce qui se joue jusqu'à cette ligne et même au-dessus dans l'espace. Le président l'a redit clairement au Bourget, et c'est pour ça que je parle de puissance militaire aérospatiale, que ce soit en termes d'organisation, d'opération ou encore de résilience de ce système que j'évoquais à l'instant. Nous devons considérer nos défis et notre action en termes de continuum de l'air jusqu'à l'espace. À la très haute altitude, priorité très forte, vous l'avez vu au Bourget, et nous avons un programme très ambitieux sur ce sujet. Elle représente, et je la considère, comme simplement une extension donc, du milieu aérien. C'est pour ça que je parle bien de niveau de vol 500 jusqu'au niveau de vol 3300. On a parlé de Nostradamus, mais nous organisons également cette année des campagnes de tir sur des ballons cibles en très haute altitude pour neutraliser les menaces qui s'y développent. On a d'autres expérimentations qui visent à tirer parti de la très haute altitude en termes d'allonge, de permanence et de survivabilité. Vol du ballon manœuvrant Ballman de la société Emeria, avec l'appui du CNES, donc à partir de la Guyane. Vol également de l'avion Zéphyr, de la filiale donc Alto d'Airbus. Enfin, s'agissant de l'espace, là encore des rappels et des annonces très fortes donc, du président. Le spatial, c'est la jauge de la puissance. Or, la dépense spatiale par habitant, c'est 200 € aux États-Unis, c'est 46 € en France. Il faut donc accélérer et changer l'approche qu'on avait jusque-là, notamment sur 2 virages qu'il ne faut pas rater. 1, la réduction du coût des lanceurs et la modularité, d'où l'intérêt du réutilisable et le fameux avion Vortex de Dassault Aviation. 2, l'enjeu clé des orbites basses, avec Eutelsat et également donc, la constellation Iris au carré. Et on l'a bien vu, ça nous a manqué à Mayotte, ça a manqué également aux Ukrainiens pendant l'invasion en février 2022. Donc tout ça, ce sont véritablement des réveils stratégiques sur lesquels nous devons nous poser les bonnes questions. Et puis ensuite, de notre côté, j'ai ouvert donc la semaine dernière, c'était véritablement un grand moment à Toulouse, la base aérienne à vocation spatiale, la base aérienne 101, et j'aurai le plaisir donc d'assurer l'inauguration du commandement de l'espace, toujours à Toulouse, donc à l'automne prochain. Et autour de ce commandement de l'espace que l'on est en train de créer, c'est ce commandement et contrôle des opérations spatiales, le C2 spatial. Et j'en viens à mon dernier point, à ma dernière dynamique, le C2 pour l'armée de l'air et de l'espace et la transformation numérique. Ce C2, il est vital. C'est véritablement la colonne vertébrale du commandement et du contrôle de nos opérations. Il faut absolument le doper à l'intelligence artificielle, l'ouvrir pour qu'il puisse intégrer à la fois les opérations conventionnelles, les opérations nucléaires, les opérations de protection sur le territoire national et le spatial. Et on y travaille énormément avec des cas très concrets. Voilà. Et de l'autre côté, la transformation numérique de l'armée de l'air et de l'espace, c'est tout simplement donc, cette transformation autour de cas d'usage, autour de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, que ce soit dans le domaine capacitaire, avec le Mirage 2000 notamment, qui est dopé à l'IA sur son pod de reconnaissance. Et puis, c'est également donc, avec le système d'information, toujours pareil, du Mirage 2000, qui permet donc d'assister, ou en tout cas d'aider au mieux l'équipage de cet avion. Pour conclure, et pour un peu structurer mes propos, décupler la puissance militaire aérospatiale, c'est véritablement ma vision stratégique et c'est véritablement la raison d'être de ce document que vous avez devant vous. On a beaucoup parlé d'Israël, j'oublie bien sûr pas l'Ukraine, et je voudrais revenir sur un moment presque historique, en tout cas inédit, que l'on a vécu en mai dernier. J'ai réussi, avec mon homologue britannique, dans le cadre donc des garanties de sécurité, de réunir autour d'une table 22 de mes homologues européens et étrangers pour parler garanties de sécurité en Ukraine, sans les Américains, sans l'OTAN, sans l'UE. Et pendant toute une journée, on a planifié, on a mis sur la table ce qu'on pouvait apporter, c'était d'ailleurs très intéressant, et donc on a montré qu'on était capable de créer une coalition ad hoc pour éventuellement assurer donc ces garanties de sécurité si jamais il y avait un cessez-le-feu
donc en Ukraine. Ça, c'est assez inédit. On a, je dirais, poursuivi le mouvement lors du Bourget avec une Air Chief Conférence où là, c'était 40 de mes homologues autour donc de ces garanties de sécurité. Et quand je dis 40 de mes homologues, vous trouvez des Néo-Zélandais, vous trouvez des Japonais, vous trouvez des Canadiens et pas uniquement des pays européens. Et on va continuer à le faire à Fairford, au Royal Air Tattoo, d'ici 10 jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Et en conclusion, je reprendrai donc les mots du SEMA lors de son édition devant vous. Les armées, et l'armée de l'air et l'espace parmi elles, sont prêtes à faire face aux défis qui se présentent. Les armées sont par ailleurs bien conscientes de la situation économique du pays. Elles sont conscientes aussi de l'effort consenti par la nation. Je vous l'avais dit déjà en octobre, nous veillons et nous continuerons à veiller à ce que chaque euro dépensé pour l'effort de défense le soit à bon escient. Merci de votre attention. Merci beaucoup, mon général. Nous passons à présent aux orateurs de groupe et je commence par Franck Giletti pour le Front National. Le Rassemblement National, pardon. Excusez-moi. Je suis resté un peu à l'ancienne. Mais les temps ont changé, Monsieur le Président. Merci. Le temps change. Bon, merci, Monsieur le Président. J'ai perdu 10 secondes. Mon général, comme nous l'observons depuis 3 ans en Ukraine, les récents affrontements ayant eu lieu entre l'Iran et l'Israël ont à nouveau mis en lumière les dynamiques opérationnelles qui interpellent directement notre modèle capacitaire. L'Iran, malgré une flotte d'aviation vieillissante, a démontré une capacité surprenante à saturer l'espace aérien avec différentes gammes de drones combinés à des missiles balistiques. Face à cela, la réponse israélienne, en réseau et dit multicouche, s'est appuyée sur sa supériorité technologique, sur une interopérabilité fine entre plateformes pilotées et systèmes autonomes, et surtout sur une profondeur logistique impressionnante. À l'heure où l'on parle de réarmement de la France et de l'Europe, dans un contexte budgétaire très contraint, vous avez fini sur cette conclusion, quel enseignement capacitaire tirez-vous de cet affrontement entre notre armée de l'air et de l'espace, notamment en matière de lutte anti-drone, de résilience de nos bases aériennes, d'effectifs ou encore de stock de munitions ? Dans cette perspective, la question du format, le format de notre flotte devient d'ailleurs d'autant plus centrale. Au regard de l'évolution de la menace, les restrictions et les renoncements budgétaires auxquels nous faisons déjà face nous obligent à réarticuler urgemment notre armée pour préserver sa cohérence. Notre aviation de combat doit pouvoir encaisser, durer et frapper. Cet objectif suppose bien plus qu'un nombre d'aéronefs sur le papier. Cela exige une cohérence réelle, des personnels toujours plus qualifiés, donc des impératifs de formation à plus court terme, comme l'impose le combat collaboratif et le pilotage à distance, mais aussi des munitions en quantité suffisante pour durer dans le temps et durer les fameuses 5 minutes de plus. Pourtant, devant cette même commission, lorsque je rappelais au ministre des Armées les annonces du président de la République le 18 mars dernier concernant la création de 2 nouveaux escadrons de Rafale à l'horizon 2032-2033 pour renforcer notre dissuasion nucléaire, il m'a été répondu qu'il n'avait jamais été question d'une autre commande que celle qui avait déjà été votée dans la LPM. À nouveau, un coup de com' dont notre armée est la première à souffrir et que le groupe Rassemblement National déplore. La nécessité de faire évoluer notre aviation de chasse avait fait, comme tout le monde le sait ici, l'objet de multiples alertes dans mes rapports budgétaires successifs. Dès lors, mon général, parmi cette multitude d'obstacles, comment envisagez-vous le meilleur format pour notre armée de l'air et de l'espace afin qu'elle puisse faire face à un conflit de haute intensité sans rupture capacitaire ? Je vous remercie. Merci, mon général. La parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Effectivement, on avait déjà eu cette discussion qui est centrale lors de la dernière audition. Alors, je vais commencer déjà par le format. Le format, oui, et le contexte le démontre. Nous avons besoin d'augmenter notre format. Ça, c'est une évidence. Et pourquoi ? Parce que, en plus, avec des appareils polyvalents, polyvalent ne rime pas avec ubiquité. Donc on a réellement besoin d'augmenter ce format. Et le ministre l'a annoncé lors d'une audition, je crois, en février de cette année, où il parlait d'un chiffre de 20 à 30 rafales supplémentaires. Et je pense que c'est le bon chiffre. Maintenant, comment on compense ces rafales qui n'arrivent pas maintenant ? On le compense déjà avec une accélération donc, du MCO et donc un vieillissement des rafales que l'on a ici. Et c'est un vieillissement aux alentours de 15% à peu près. Donc on surutilise les rafales que l'on a à peu près à hauteur donc, de 15% et qui nous permettent donc d'être au rendez-vous de nos contrats opérationnels. La deuxième chose aussi, c'est que on a besoin
d'avoir un environnement pour accueillir l'ensemble de ces Rafales. Je veux dire, les infrastructures, les ressources humaines, la formation de nos pilotes, etc. Et ce sont des choses, c'est un tout. Donc c'est pour ça que ça aussi, on y travaille pour pouvoir donc accueillir ces nouveaux Rafales. À ce stade, on s'oriente vers un tout Rafale en 2035. 2035 qui est véritablement une année clé. Clé parce que c'est une rupture technologique également pour le Rafale qui passe au standard F5, qui accueillera donc la SN4G, qui accueillera le fameux missile de suppression des défenses aériennes ennemies dont je parlais, donc le RJ-10 SID. Donc pour nous, c'est vraiment un jalon décisif, 2035. Et d'ici 2035, on espère bien sûr une augmentation de format telle que le ministre a pu l'annoncer en février de cette année. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Corinne Vignon pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, mon général. Je vous remercie vivement pour votre propos liminaire très complet et éclairant. Dans un environnement stratégique transformé, l'armée de l'air et de l'espace joue un rôle central avec ses missions clés. Dissuasion nucléaire, souveraineté aérienne, opérations extérieures et la surveillance spatiale. Concernant le volet spatial, pour éviter tout déclassement par rapport à ses compétiteurs, la France doit maintenir un niveau absolument de ses capacités. Or, plusieurs systèmes spatiaux arriveront à échéance à la fin de la décennie. CSO, CERES et les satellites franco-italiens Cicral 2 et Athena Philus. Il est donc impératif d'empêcher tout retard dans le passage de relais au programme IRIS, Céleste, et de respecter l'engagement pris dans la LPM, celui du satellite patrimonial géostationnaire Syracuse 5 et du radar Aurore, qu'il faut certainement coupler avec des télescopes. D'autre part, le tout patrimonial n'étant pas réaliste, la résilience passe par la multiplication et la diversification des moyens spatiaux. Le secteur civil doit être complémentaire avec les infrastructures privées qui peuvent apporter un concours utile aux forces françaises. Aller plus vite, être plus agile, est pour vous impératif. Mon général, comme vous l'avez évoqué, ma circonscription a le plaisir d'accueillir le CDE, dont l'inauguration de ces nouveaux bâtiments à Toulouse est prochaine. J'ai 2 questions. La première, pensez-vous que nous ayons les outils suffisants, dont le développement de l'IA, pour soutenir sa montée en puissance dans un espace qui s'arsenalise et qui fait face à des menaces toujours plus hostiles? La seconde, afin de rendre plus fluides et plus rapides les procédures d'élaboration des programmes mis en œuvre par la DGA, ne serait-il pas intéressant de conférer un pouvoir acheteur au commandement de l'espace pour injecter davantage de rythme et de souplesse à l'équipement des armées françaises en moyens spatiaux? Je vous remercie. Merci, mon général. La parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la députée. Oui, bien sûr, si vous me demandez si le CDE doit avoir un pouvoir d'achat, forcément, ce serait une bonne chose, mais peut-être compliqué à mettre en place. Pour répondre à votre question, c'est déjà une très belle réussite d'avoir inauguré cette base aérienne à vocation spatiale qui est sur le trait et un commandement de l'espace également sur le trait, aussi bien en termes d'infrastructure, c'est pas rien, vous l'avez vu, colocalisé d'ailleurs avec le centre d'excellence de l'OTAN, mais également dans sa montée en puissance en matière de ressources humaines, que ce soit en formation ou dans les postes donc, qui seront à terme dédiés au commandement de l'espace. C'est pratiquement 470 PAX et nous sommes à ce stade au rendez-vous. Donc pour nous, c'est une très grande fierté. La deuxième chose, c'est commandement de l'espace, point clé, je l'ai dit, je le redis, c'est le C2, c'est-à-dire la manière dont le commandement de l'espace pourra mener ses opérations spatiales avec un C2 qui, à ce stade, est encore en cours de développement, qui sera bien sûr dopé à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est finalement tous les satellites, ou en tout cas tous les moyens que l'on peut avoir à la fois pour agir depuis l'espace, vers l'espace ou dans l'espace. Et là, ce sont les programmes, et vous l'avez évoqué, les programmes ARES avec Yoda, Gravenger ou Aurore. Et nous sommes extrêmement vigilants parce que nous avons effectivement besoin de pouvoir avoir ces moyens de surveillance de l'espace
avec un GRAV, donc le fameux radar spatial de nouvelle génération qui nous permettra d'avoir une meilleure situation spatiale des satellites. Dernier point enfin, et là c'est un peu en réponse à votre dernière question, on a créé au Bourget ce qu'on appelle un cercle de confiance avec les entreprises du New Space spatial, parce qu'il est extrêmement important déjà de les prendre en compte, de les considérer, mais également de regarder ce qu'elles ont à offrir, et puis surtout de pouvoir les orienter. Et ça se fait en complémentarité avec, je dirais, pas le old space, mais en tout cas les entreprises historiques qui sont déjà une extrême grande fierté, mais surtout extrêmement efficaces aussi. Donc il faut utiliser un peu les deux, et ce cercle de confiance avec le New Space, c'est une trentaine d'entreprises que vous connaissez sur le segment sol, je ne vais pas les citer, mais Scanopy, sur l'observation, c'est Loft Orbital, sur l'écoute, c'est Unseen Labs, Satcom, sur Greenware, etc., sur la géolocalisation. Et ça, c'est un véritable succès, parce que c'est du direct. C'est-à-dire qu'avec ces entreprises du New Space, on leur parle de nos besoins opérationnels, ils nous parlent de ce qu'ils sont capables de faire et de réaliser en boucle très courte, et donc on avance comme ça de manière assez rapide. Voilà, et on y croit beaucoup. Parallèlement à ça, la DGA a fait un pacte de confiance, donc qui est, on va dire, peut-être plus institutionnalisé autour des contrats et donc des prérogatives de la DGA, et ces deux se complètent très très bien. Merci. La parole est à Arnaud Saint-Martin pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. Général, merci pour vos éclairages. J'aimerais vous interroger sur les récentes annonces et spéculations concernant la stratégie spatiale nationale que le gouvernement est censé présenter à l'automne prochain après un report du décollage pour le moins surprenant. Le président de la République a profité du salon de Bourget pour glisser quelques incréments d'esquisses de cette stratégie spatiale et quelques annonces expéditives sans plus approfondir. Par exemple, le projet d'avion spatial à 30 millions d'euros sur lequel Dassault se positionne via Vortex, que vous avez évoqué. Pour autant, et pour l'avoir constaté hier lors des discussions formelles et surtout informelles aux assises du New Space, qui se déroulent en ce moment à Paris, ces orientations restent nébuleuses et fragmentaires pour la communauté spatiale, d'où l'intérêt de faire le point aujourd'hui. D'autant plus qu'elle a vocation à fournir une réponse aux menaces sur lesquelles vous avez alerté. Première interrogation donc, pourriez-vous nous dire comment, depuis l'armée de l'air et de l'espace, vous voyez l'intégration dans la future stratégie spatiale qui dépasse la seule dimension militaire de l'effort théorique qui a été exposé au Bourget, qui présente le notable intérêt de poser et d'actualiser une doctrine de la puissance militaire aérospatiale à un moment où le pire est envisagé au-delà de la ligne de Kármán, à savoir l'intensification de la guerre dans l'espace, à coup de disruptions cyber, de missiles antisatellites, de manœuvres hostiles en orbite ou de déploiement d'armes nucléaires spatiales. J'aimerais également vous questionner dans le prolongement, et en complément peut-être, critique, sur la montée en puissance spatiale du commandement de l'espace. Devant le Sénat le 1er juillet, le ministre des Armées a parlé d'un risque de décrochage. C'est fâcheux, car nous sommes pionniers dans le domaine du spatial militaire. Il a expliqué que, je cite, « les choses ne se passaient pas comme nous le souhaitions ». Pourtant, la mise en place du CDE est plus qu'amorcée, vous l'avez dit. Ce 2 juillet, la base aérienne à vocation spatiale a été inaugurée à Toulouse, et c'est de bonne augure au vu des attributions critiques du CDE. Dans les prochaines années, il devra également réaliser des programmes, Yoda, Toutatis, programmes dont notre défense nationale a certes besoin, mais qui doivent transcender le seul stade de l'expérimentation. Pour soutenir les opérations de routine dont il aura la charge, le CDE devra s'appuyer sur différents types de services et d'innovation. Ainsi, plutôt que de contracter avec des startups qui promettent souvent beaucoup et valorisent des démos sans lendemain, ou de compter sur l'industrie privée, qu'est-il prévu de développer en interne et en dehors du cercle de confiance pour faire la différence avec une maîtrise à 100% avec les acteurs traditionnels comme le CNES, l'ONERA ou la DGA? Enfin, quels moyens de planification seront mobilisés dans le temps long pour faire face au genre de menaces multichamps et multi-orbites identifiées lors de l'exercice Astérix en internalisant au maximum nos capacités opérationnelles? Merci. Mon général, la parole est à vous. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais commencer donc par la fin de votre propos. En fait, le commandant de l'espace réalise une montée en puissance remarquable. Aussi bien dans la formation et les exercices. Astérix est un exercice unique dans le monde. Même les Américains nous l'envient, même pas en Europe, dans le monde, en y associant bien sûr différents partenaires sur des scénarios d'opérations spatiales très crédibles,
avec donc des gens qui jouent un peu les méchants, et qui là, en l'occurrence, pour Astérix 2025, étaient les Américains, et avec également des partenaires industriels qui adaptent un peu leur capacité en fonction donc de l'évolution de ce scénario. Deuxième point, le CDE et le commandement de l'espace réalisent, et c'est relativement récent, des opérations spatiales, que ce soit avec le CNES, parce que derrière, c'est quand même le CNES qui a, à ce stade, le C2 pour piloter nos trucs. Et donc, il y a des équipes à la fois CDE, CNES, qui pilotent donc les satellites, mais également en partenariat avec les Américains. Et donc, on a fait des opérations spatiales avec les États-Unis qui nous reconnaissent comme étant le point d'entrée en Europe, et donc qui nous considèrent extrêmement crédibles sur ces aspects opérations spatiales et donc sur le militaire spatial. Après, vous l'avez dit, au-delà des partenariats, au-delà des services que l'on peut attendre de différentes boîtes, au-delà des opérations que l'on peut mener, c'est vrai que derrière, le spatial, en tout cas en France, ne relève pas uniquement du ministère des Armées. Et donc derrière, ce spatial, un peu dans différents ministères, a peut-être un problème de gouvernance, ou en tout cas, il faudrait peut-être se poser les bonnes questions sur la gouvernance pour pouvoir donc l'accélérer, pour pouvoir le maintenir sur ce rythme, et en tout cas atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Pour moi, il y a à la fois des moyens, en tout cas au sein du ministère des Armées pour le CDE, des moyens d'agir dans l'espace, on en a parlé, et je pense que l'on est là aussi sur le trait. C'est bien sûr le futur programme Égide, ou Égide Yoda, c'est bien sûr Toutatis, c'est en Léo, donc en orbite basse, le programme Iris-Carré, on l'a évoqué, mais qui est indispensable à la fois pour les futurs systèmes de combat et notamment le combat collaboratif entre les différentes plateformes. C'est Syracuse 5, c'est effectivement la suite de CSO. Voilà. Et là, on est quand même relativement bien placé pour pouvoir avoir des moyens à la fois d'action dans l'espace, mais également des actions depuis le sol vers l'espace. Et c'est là aussi où on travaille, c'est-à-dire du brouillage ou des armes à énergie dirigée pour pouvoir neutraliser effectivement certains satellites, ce que fait très bien la Russie. Voilà. Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Ah, excusez-moi, oui, je vais plutôt passer à Sébastien Saint-Pasteur, pardon, pour le groupe socialiste et apparenté. Vous serez la suivante, madame. J'aurais eu grand plaisir à laisser Catherine intervenir si elle le souhaitait. Hein. Pas de souci. Merci, Monsieur le Président. On est tous à égalité ici sur les prises de parole, donc il n'y a pas de souci. Mon général, vous avez parlé d'une innovation débridée, et en son sein, l'intelligence artificielle de combat bouleverse les équilibres militaires. Vous y avez fait d'ailleurs référence à plusieurs reprises. Elle modifie profondément le ciblage, la planification, le commandement et le contrôle des opérations, autrement dit tout ce qui fait l'efficacité d'une puissance aérienne moderne. À mesure que l'IA s'intègre dans les systèmes d'armes, elle accélère le rythme des opérations jusqu'à rendre crucial le raccourcissement de la boucle observer, orienter, décider, agir, que vous connaissez parfaitement. Dans ce contexte, le facteur temps devient central, mais il entre en tension avec d'autres impératifs, notamment éthiques et juridiques. Ma première question porte donc sur cette dialectique. Comment l'armée de l'air et de l'espace articule-t-elle le recours croissant à l'IA avec le maintien d'un contrôle humain significatif, notamment dans les processus de ciblage et d'engagement? Quels garde-fous concrets sont mis en place et à quels horizons capacitaires visez-vous une intégration opérationnelle significative de l'IA dans la boucle décisionnelle? Deuxième point, l'asymétrie face à des régimes autoritaires. Certains États n'ont ni nos contraintes juridiques, ni nos exigences déontologiques. Ils investissent dans des drones semi-autonomes ou en essaim, avec une logique de saturation ou de délégation partielle de la décision létale. Dès lors, comment la France peut-elle rester crédible, à la fois en gardant son avance technologique, en respectant ses principes? Vous avez abordé ce point dans vos mots introductifs. Je crois que ce qui fait la grandeur de nos démocraties, c'est qu'on se pose ces questions, mais ça peut être, sur les champs de bataille, un point de faiblesse. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Mon général. Merci beaucoup pour cette question sur l'IA. Effectivement,
on prend en compte cette IA parce que, et vous l'avez dit, et c'est une réalité, elle nous permet d'analyser beaucoup plus vite une situation pour prendre donc beaucoup plus rapidement une décision. Et donc c'est dans la fameuse OODA. Mais pour autant, cette IA ne remet pas en question, ou en tout cas ne fragilise pas notre analyse avec les règles d'engagement que l'on s'est fixées au regard du droit international, etc. Dans le ciblage, il y a toujours l'homme dans la boucle pour pouvoir savoir si les dommages collatéraux ne seront pas injustifiés par rapport à la situation, etc. etc. Donc l'IA, est véritablement, c'est de la mécanique qui est véritablement là pour nous aider dans l'analyse. On le voit notamment, par exemple, sur le pod Talios qui est en train d'être développé. On met de l'IA parce que sur un champ donné, vous voulez trouver le char au coin du bois, vous mettez à peu près 20 minutes en scannant vous-même donc la situation. Demain, l'IA mettra quelques secondes et vous dira « Ok, vous cherchez un char, il y en a un là ». Après, charge à nous de savoir si c'est le bon, si c'est pas le bon, et dans quel cas on peut, et selon quelles règles d'engagement, on peut le neutraliser. Donc à ce stade, l'IA est véritablement une mécanique qui nous permet d'accélérer à la fois notre analyse et donc notre décision, et notre décision ne relève que de nous-mêmes. Donc je pense que c'est important, et vous avez raison de soulever ces histoires d'éthique. C'est la même chose dans le C2. Dans le C2, l'IA nous permettra d'accélérer notre boucle décisionnelle, et pour autant, in fine, c'est l'homme qui reste dans la boucle de décision. Voilà. Sur la partie drone, c'est identique. Le drone, c'est simplement, finalement, un peu le bras armé déporté de l'humain. Donc, le drone n'agit pas de lui-même. Il est piloté à distance. Et donc, ce pilotage à distance, ce n'est pas une IA qui fait le pilotage, c'est bien un humain qui organise, peut-être avec l'aide de l'IA, qui lui permet donc de mieux piloter ou d'être beaucoup plus efficace. Mais pour autant, ce n'est pas un drone qui se pilote de lui-même. Et l'homme, et on y veille, doit tout le temps rester dans la boucle. Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Monsieur le Président, Général, chers collègues, le spatial est de plus en plus le marqueur de puissance internationale vers une course à la supériorité opérationnelle dans tous les domaines. Surveillance de l'espace, observation, écoute et communication. L'ouverture de la première base aérienne à vocation spatiale le 2 juillet à Toulouse, vous en avez parlé, est un signe encourageant pour le positionnement de la France. La très haute altitude est un nouveau front stratégique pour nos armées. Ballons, drones, missiles hypersoniques. L'armée de l'air et de l'espace est en première ligne pour détecter, caractériser, intercepter. Ce volet interception de la stratégie pour la très haute altitude devient un espace de conflictualité. Des Rafale et Mirage 2000 avaient notamment réalisé les premiers tirs de missiles Mika vers des ballons stratosphériques opérant à très haute altitude. La protection des intérêts de la défense nationale et la défense active pour conserver en toutes circonstances la liberté d'action vers, dans et depuis l'espace dépendent de réglementations en vigueur, mais aussi à venir. Un des objectifs de la stratégie des armées pour la THA est la négociation des futures réglementations et régulations nationales, européennes et internationales. Ma première question, à quoi correspond une bonne prise en compte de la dimension militaire dans les futurs règlements civils, que ce soit en matière de circulation aérienne, d'exploitation des aéronefs ou de leur navigabilité? Ensuite, pour devenir une réelle puissance militaire aérospatiale, la montée en puissance du commandement de l'espace nécessiterait l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie spatiale de défense. Un des objectifs du CDE était de se doter rapidement de satellites patrouilleurs, guetteurs, en orbite géostationnaire en mesure de défendre nos capacités spatiales stratégiques. Pourriez-vous nous partager l'avancée de ces projets, Toutatis et aussi le projet Yoda, et comment ces démonstrateurs vont-ils participer à renforcer notre présence dans l'espace, et plus largement, comment concilier la mise en orbite de milliers de satellites tout en prenant en compte
la problématique des collisions ainsi que la prolifération des déchets et des débris spatiaux. Je vous remercie. Merci, mon général. Merci beaucoup pour cette question qui est centrale, en tout cas pour, dans la stratégie de l'armée de l'air et de l'espace. La très haute altitude, moi, je la considère comme étant l'extension de l'aérien. C'est pour ça que je parlais non plus du niveau de vol 500, mais du niveau de vol 3300. Et là, effectivement, donc c'est parfaitement incarné, hein, vous l'avez perçu avec le ballon chinois qui a été donc abattu par un avion de chasse américain. Et donc, il faut investir cette très haute altitude. Si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Et donc, on a besoin de moyens à la fois d'action dans cette très haute altitude, et on a besoin aussi d'utiliser cette très haute altitude pour d'autres à la fois d'observation, télécommunication, neutralisation, etc. Donc cette très haute altitude, en fait, elle est assez centrale. On commence donc avec ces tirs d'expérimentation que vous avez évoqués de missiles Mika sur des ballons du CNES qui ont été positionnés, qui ont d'ailleurs été un franc succès. Donc c'est rassurant, c'est-à-dire que nos avions de chasse français peuvent intercepter également ces ballons en question. Maintenant, il faut se poser la question des moyens que l'on mettra en très haute altitude. Vous prenez un avion comme le Zéphyr, qui est une aile volante avec des panneaux photovoltaïques. C'est quelque chose qui peut voler des mois et des mois en étant à un même point vertical de votre position. Donc vous voyez tout de suite l'intérêt, à la fois en termes d'observation, de communication, etc. On regarde également Stratobus, qui est un ballon qui permettra d'avoir une charge offerte plus importante donc à mettre en très haute altitude, de l'ordre de 150 à 200 kg. Le ballon Emeria que j'ai évoqué, mais qui est sur une charge un peu plus petite, mais qui est beaucoup plus réactif. Si on avait eu des ballons lors de la crise de Mayotte, typiquement, on aurait pu les utiliser pour avoir un relais SATCOM et donc pour pouvoir avoir de la communication sur le site. Voilà quelques exemples. Et donc cette très haute altitude, on avance très vite. Il y a la stratégie, il y a des expérimentations qui ont lieu cette année. Et l'année prochaine, il y aura certainement des achats pour pouvoir donc nous permettre d'exploiter pleinement l'avantage de cette haute altitude. Maintenant, sur la partie espace, tous les programmes, que ce soit Toutatis, Yoda, etc., qui sont des programmes d'action dans l'espace dont on a réellement besoin avec ces patrouilleurs-guetteurs, parce qu'en face de nous, on a des Russes qui développent des satellites gigognes en géostationnaire, parce que l'on a des Chinois qui effectivement mettent des navettes spatiales, etc. On a besoin donc de ces programmes, et nous sommes sur le trait. On a Toutatis est bien parti, c'est une expérimentation. Yoda également, avec plusieurs petits satellites que l'on pourra mettre sur différentes orbites et qui nous permettront donc d'avoir des moyens d'action dans l'espace. Merci. La parole est à Christophe Blanchet pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président général. Vous avez évoqué en point 4 la puissance de l'information et de la désinformation, en prenant l'exemple des Américains avec le cap à l'Est et le cap à l'Ouest. Pour autant, ces textes-là ont toujours été courants. J'en veux pour preuve le débarquement du 6 juin, où on avait gonflé des chars avec des pneumatiques pour faire des leurres, et où on avait parachuté la veille des poupées pour faire des leurres et concentrer l'action. Donc ma question, c'est est-ce que nous sommes aussi en capacité, en réflexion là-dessus, de le faire, mais surtout, est-ce qu'on est en capacité de le faire seul, s'il y a des réflexions là-dessus. Le deuxième point, vous avez évoqué le défi de l'arrière, notamment avec la cohésion nationale, en évoquant les escadrilles Air Jeunesse que j'ai pu visiter. Effectivement, c'est une réussite avec 2000 jeunes. Mais qu'est-ce que 2000 jeunes sur une population de 700 000 jeunes, une génération? Mais il faut bien commencer un petit peu. Pour autant, vous avez aussi le service militaire volontaire. Je veux savoir aujourd'hui quelle est votre capacité de service militaire volontaire dans l'aviation et quelle est votre capacité maximale d'incorporation sur une année de ce service militaire volontaire. En troisième point, vous avez évoqué Israël, vous avez évoqué l'Ukraine, vous avez évoqué la Russie, les États-Unis. Qu'en est-il de nos compétiteurs chinois ?
Est-ce que vous voyez ou décelez des évolutions, des stratégies différentes? Qu'en est-il exactement de ceux qui sont de ce côté de la planète et dont je pense, on ne porte pas assez attention? Je voudrais avoir votre regard. Et en dernier point, vous avez évoqué notamment dans le livret que l'ascendant dont nous avons bénéficié dans l'air et l'espace est désormais contesté. Notre capacité à accéder au théâtre d'opération, à y manœuvrer dans la troisième dimension entravée par les dispositifs et déni d'accès. Vous avez évoqué la brutalisation des relations internationales. Qu'est-il aujourd'hui ces dénis d'accès? Si vous avez des exemples concrets, est-ce qu'elles impliquent véritablement dans nos opérations et la préparation de nos opérations? Je vous remercie. Merci, mon général. Plusieurs questions. Mais merci beaucoup. Sur le champ informationnel, oui, vous avez tout à fait raison. On est capable, bien sûr, de le faire. Et ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est, on va dire, un peu nouveau, c'est qu'on avait perdu un peu on avait perdu un peu cette capacité parce que, tout simplement, comme je le disais, on était dans des milieux très permissifs. Et donc, on n'avait aucune raison de se poser ces questions du champ informationnel. Finalement, on avait un boulevard devant nous et on n'avait pas de difficulté pour pouvoir donc mener nos raids ou mener nos actions aériennes. Ce qui n'est plus le cas. Et donc, derrière, il faut à la fois faire du SecOps, c'est-à-dire respecter un niveau de confidentialité extrêmement élevé, ce qu'ont très bien fait, par exemple, les Israéliens lors de leur raid. Et également faire du spoofing, c'est-à-dire raconter une autre histoire de ce qui va se passer. Et là, effectivement, l'effet de surprise est forcément dopé par rapport donc à ce spoofing. Donc ça, on sait le faire. Vous avez évoqué, et c'est pas nouveau, des leurres. J'irai un peu plus loin en disant qu'on doit également recouvrer certaines capacités dans le champ électromagnétique, c'est-à-dire du brouillage offensif, du brouillage de déception. Quand sur un radar, alors qu'il y a un seul avion, vous envoyez à peu près 120, forcément c'est beaucoup plus compliqué pour intercepter le bon. Sur la partie des jeunes, escadrille Air Jeunesse, c'est un franc succès. Je veux doubler donc les escadrilles Air Jeunesse et donc arriver à peu près à 3000 équipiers, on les appelle comme ça, d'ici donc 2027. C'est vrai que c'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose parce que en fait c'est un véritable succès, un franc succès. Je vous cache pas que je dois refuser des équipiers tous les ans parce que j'ai pas forcément les moyens, les capacités de les encadrer, etc., etc. Mais donc on y travaille énormément et derrière nous sommes en capacité effectivement d'accueillir davantage de jeunes dans un format un peu différent. Vous avez parlé donc du SMV, c'est dans la classe des 5 à 10 000 jeunes par an. Qu'il faudra bien sûr se répartir entre les différentes armées si jamais cela voit le jour. Ce qui est très intéressant, c'est de voir un peu la manière dont toutes ces initiatives dans les différentes armées a un franc succès. Moi, je parle des escadrilles Air Jeunesse, mais dans la Marine nationale ou dans l'armée de terre, il y a également des initiatives identiques, avec un goulet d'étranglement au niveau donc de la JDC nouvelle génération, qui à mon avis sera très intéressante et qui permettra quand même de faire une JDC digne de ce nom. Et puis ensuite derrière ouvrir pourquoi pas sur le service militaire volontaire. Chinois, depuis 2018, on fait du signalement stratégique donc en Indo-Pacifique avec nos exercices Pégase, à la fois pour affirmer donc notre souveraineté, Nouvelle-Calédonie, Tahiti un peu plus haut, etc., mais également pour développer de nouveaux partenariats, Japon, Corée du Sud, exemple, en renforçant nos partenariats que l'on a déjà, Inde, Indonésie, Malaisie, etc. Donc je suis bien d'accord, c'est pas anodin. Quand on multiplie sa flotte d'aviation de chasse par 3 ou 4 en l'espace de quelques années, c'est certainement pas pour rester chez soi. Voilà. Quand on multiplie également sa marine nationale, c'est certainement pas. Quand on multiplie le nombre de silos de missiles balistiques, c'est certainement pas pour rester chez soi. Donc il y a un véritable danger, il y a une véritable prise de conscience. Les Américains sont vraiment, et c'est véritablement leur focus,
Maintenant, il faut continuer à regarder un peu ce que font les Chinois, parce que derrière, ils ne s'arrêteront pas là. Voilà. Et j'en suis persuadé. Ensuite, déni d'accès. Déni d'accès, c'est typiquement en fait des systèmes de défense solaire qui sont critiques au-delà de vos frontières. Exemple, enclave de Kaliningrad, vous avez du S-300 et du S-400. Quand vous transitez donc au-delà de l'enclave de Kaliningrad, vous êtes intercepté et vous avez le radar du S-300, S-400 qui vous accroche. Et donc, forcément, ce n'est pas très agréable. Donc, c'est ça le déni d'accès. Et donc derrière, c'est repousser au-delà des frontières l'ennemi et lui dire en tout cas qu'il peut faire l'objet d'interceptions s'il continue à se rapprocher. Ce déni d'accès, essentiellement incarné par les défenses solaires ne sont pas invulnérables. Donc c'est pour ça que je parle de missiles SID, et c'est pour ça aussi qu'on a des modes d'action qui nous permettent de se soustraire de cette menace et qui sont relativement efficaces et que l'on fait notamment dans le cadre donc, du raid nucléaire. Merci mon général. La parole est à Anne Lehenanff pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Monsieur le Président Général. Merci beaucoup pour votre exposé, très éclairant, surtout quelques semaines après le Salon du Bourget. Ça permet de, je dirais, asseoir ce qu'on a pu constater là-bas. Je souhaiterais vous interroger sur deux sujets qui n'ont rien à voir, mais qui vous intéressent par contre, je pense, les deux. Lors de votre exposé, vous nous avez présenté les exercices de coopération, notamment partant de la Suède, faisant un stop en Pologne pour une équipe et l'autre en Croatie. Pourriez-vous développer l'objectif de ces exercices et le mode opératoire de ces missions? Quel retour d'expérience en termes d'interopérabilité, notamment, vous en faites, et si on peut déjà les entendre? Ça m'intéresserait beaucoup. La seconde question concerne la base aérienne et les aviateurs stationnés à Djibouti. J'étais rapporteur de la ratification du traité France-Djibouti. Et pour m'être déplacé là-bas, une fois n'est pas coutume, c'est des moyens dont je vais vous parler plus spécifiquement. J'ai le sentiment que dans cette partie du monde, et compte tenu de la présence de plusieurs compétiteurs, et pas des moindres, l'influence passe également par l'image que la France donne à Djibouti. J'ai pu constater quand même qu'un certain nombre de moyens, notamment la base aérienne, sur la base aérienne, notamment des moyens bâtimentaires, il serait peut-être envisageable de les rafraîchir, voire même de les moderniser, pour le confort de nos aviateurs, bien sûr, mais aussi pour l'image que nous donnons de la France là-bas. Je voudrais savoir si c'est un sujet sur lequel vous avez l'intention ou la possibilité d'influer, ou est-ce que ça fait partie de vos priorités, ou pas du tout. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup pour votre question sur l'interopérabilité. Donc, en fait, Pégase Grand Nord, ça a été véritablement un objectif de signalement stratégique envers la Russie. Et donc, ça nous a permis de démontrer que l'on était capable de faire un raid donc, vers le nord. C'était le premier point. Le deuxième point, c'était renforcer nos liens avec les Suédois, qui sont nouvellement rentrés donc, dans l'OTAN, et avec qui donc, on a besoin d'échanger sur nos modes d'action, sur nos capacités, sur ce qu'on est capable de faire. Ils sont très demandeurs, voilà. Et donc, ça m'a permis de faire sur place quelques exercices, mais pas uniquement avec les Suédois, avec les Finlandais, avec les Norvégiens, et donc, quelque part, de s'entraîner avec les pays nordiques nouvellement rentrés dans l'OTAN pour deux d'entre eux. La deuxième chose, c'est qu'après, on s'est dit, OK, on revient en France où on fait ce qu'on appelle le ACE, c'est Agile Combat Deployment, c'est-à-dire se tester sur notre capacité à nous déployer avec une très faible empreinte logistique, un très faible nombre d'avions de chasse pour faire une ou deux missions. Ce que font très bien les Américains, notamment en Indo-Pacifique, où ils se déploient sur plein de petites îles pour pouvoir être agiles et pouvoir à la fois se disperser ou se regrouper en fonction donc, de la menace. Et donc, c'est ce que l'on a fait avec 3 Rafales. En Pologne, pourquoi? Parce que c'est le pays qui est susceptible de éventuellement nous accueillir si jamais on doit mener des missions de garantie de sécurité au-dessus de l'Ukraine. Donc, autant renforcer les liens et le partenariat et voir un peu, si jamais on doit se déployer là-bas, ce que l'on pourrait faire.
et puis ensuite en Croatie, tout simplement parce que c'est un partenaire équipé du Rafale. Et donc derrière, on a ce lien via nos capacités. Rafale, Croatie, j'en parle assez souvent, mais c'est assez intéressant. Nous, on n'a pas la route de la soie, mais on a la route du Rafale. C'est-à-dire que vous pouvez décoller de France, allez vous poser pratiquement jusqu'à Singapour, et vous transitez par des pays qui ont du Rafale. Croatie, Grèce, Qatar, bientôt EAU. Ensuite, vous avez l'Inde. Ensuite, vous avez l'Indonésie bientôt, etc. Donc ces partenaires-là, ce club Rafale, il faut l'entretenir. Et nous sommes quelque part un peu les grands frères, puisque c'est avec nous que ces partenaires donc, discutent le plus. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, parce qu'effectivement, quand ils vous appellent tous en disant OK, est-ce qu'on a bien fait de vous faire confiance, vu qu'un Rafale indien s'est fait abattre par un truc, il faut quand même leur expliquer. Voilà. Donc voilà sur la partie Rafale et sur la partie donc, Pégase Grand Nord. Sur la partie Djibouti, oui, l'infra. Je suis bien d'accord. On a réellement un problème d'infrastructure qui est lié au poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'au fil des LPM, le parent pauvre a toujours été l'infra. Et donc derrière, vous me parlez de Djibouti, mais vous devriez aller voir Rochefort. C'est encore pire. Et en plus, Rochefort, c'est là où on accueille nos jeunes. Donc c'est là où, effectivement, donc ce sujet, bien sûr, a été pris en compte avec un plan d'action, en tout cas à Rochefort. Djibouti, il faudrait que je regarde. Mais pour le coup, là, c'est vraiment critique. Et il faut réellement faire quelque chose, notamment dans nos écoles. Merci, mon général. La parole est à Édouard Bénard pour la gauche démocrate et républicaine. Merci, Monsieur le Président. Général, je me réjouis qu'on parle autant de spatial, car nous assistons en effet à une nouvelle course à l'espace. Entre 2017 et 2021, Moscou a réussi l'exploit d'être accusé d'espionnage spatial par le biais de son satellite Olympe et de détruire un de ses anciens satellites. Les États-Unis et la Chine ne sont pas en reste. Les premiers ont créé la Space Force en 2019 et investissent massivement dans les satellites militaires, les systèmes de surveillance spatiale ou encore les projets de défense active, quand les seconds continuent de développer leur force spatiale intégrée à l'APL et montent en puissance en matière d'essais anti-satellites, de satellites de reconnaissance et de systèmes de brouillage. Nous y prenons notre place. Vous nous évoquiez tout à l'heure l'inauguration en 2025 de notre nouveau siège de commandement de l'espace à Toulouse, après qu'a été annoncé en septembre 2024 le déploiement du nouveau démonstrateur d'action Toutatis en orbite basse et lancé depuis les démonstrateurs Yoda. C'est une évolution de notre doctrine militaire. Présentement, le rapport de force entre grandes puissances limite la casse liée à la militarisation de l'espace, mais un déplacement dans l'espace d'une guerre d'un nouveau genre est plus que jamais possible. Et ces nouvelles stratégies militaires de l'espace extra-atmosphérique interrogent la balance droit-déploiement du capacitaire. Le traité de l'espace de 67, qui faisait de l'espace un lieu de coopération et d'exploration, a rentré dans la catégorie des biens communs et de fait rendu caduc. Il y a un enjeu diplomatique spatial immense qui nous attend instamment. Je passerai sur ce sujet essentiel pour me concentrer sur la gouvernance du CDE que vous évoquiez tout à l'heure. Quid en effet de la planification de nos politiques spatiales que vous avez étayées et quelle priorisation des programmes d'action dans l'espace? Et au vu du chiffre de 46 € seulement, j'ai envie de dire, investis par Français que je découvre, quelle évaluation par notre armée des besoins d'ajustement budgétaire sur ce volet précis? Je vous remercie. Merci, mon général. Oui, vous avez raison de le souligner. Le réveil en fait, stratégique s'est fait en 2017 avec l'Olympe et effectivement le satellite espion russe, ce qui a donné lieu en 2019 à la stratégie spatiale de défense. On parlait de défense active à l'époque. On parlait de défense active. On parle aujourd'hui d'action offensive dans l'espace. Enfin, ce changement est à mettre en regard donc de la militarisation avérée de l'espace.
Vous avez en ce moment au-dessus de nos têtes des satellites qui sont désorbités pour aller espionner d'autres satellites. Vous avez des satellites qui sont brouillés. Vous avez des satellites qui font l'objet également de lasers pour pouvoir effectivement les neutraliser. Donc cette militarisation de l'espace, c'est un fait accompli. Il faut en prendre conscience et après, derrière, il faut que nous aussi, nous puissions être en mesure de défendre nos intérêts, d'où effectivement les problèmes d'action dans l'espace, type Yoda, Toutatis, etc., etc. Donc ça, c'est pour moi important. Après, oui, les 46 € par Français et par an, c'est quelque chose qui est certainement insuffisant, mais c'est à mettre en regard avec nos moyens et la taille de notre pays. En fait, je pense que derrière, il y a une réelle importance à pouvoir agir en européen sur ces différents programmes. C'est tout l'enjeu. Et ce partenariat européen, il doit se faire au niveau du New Space. On va dire les entreprises historiques, tout le monde connaît les partenariats d'Ariane Group, du CNES, etc. Mais au niveau du New Space, nous devons réfléchir en européen pour pouvoir être beaucoup plus forts et pour pouvoir justement créer ces capacités et ces nouvelles capacités satellitaires, brouillage depuis le sol, énergie dirigée, etc. C'est toute la difficulté. Voilà. Et je pense que c'est tout l'enjeu si l'on veut ne pas rater cette militarisation de l'espace. Merci, mon général. Nous arrivons aux questions individuelles et malgré vos propos nourris, nous avons encore 8 questions. Donc, seulement. Quel succès, mon général. Donc, je vais procéder par une première rafale de 3. Et donc, je passe la parole à Sophie Errante. Oui, merci, Président Général. Je vais reprendre un propos, un des éléments de vos propos introductifs sur les impacts du dérèglement climatique et des changements climatiques sur vos armées. Ça tombe bien, puisque la Commission de la Défense m'a nommé rapporteur sur une mission d'information qui porte sur ces interrogations. Donc, nous aurons l'occasion certainement de nous recroiser lors d'une audition. Je l'amènerai avec ma collègue Muriel Levrault qui est de la Commission du développement durable et l'aménagement du territoire, puisque nous avons fait cette mission à 2 voix et à 2 commissions. J'avais une question sur, puisque vous avez dit que ça avait un réel impact, que vous en aviez déjà pris évidemment conscience, puisque vous nous avez donné quelques exemples. Est-ce que c'est allé jusqu'à créer peut-être un pôle au sein de votre état-major qui va avoir cette mission de critériser les urgences qui sont liées à ces dérèglements et à ces impacts? Et puis, vous avez parlé des impacts sur vos bases aériennes. Est-ce que vous pensez que ça nécessitera, moi j'en suis convaincue, qu'il y ait une réflexion avec le civil pour la protection, l'anticipation et la gestion de ces effets dévastateurs? Est-ce que ça peut aller vers un plan de sauvegarde général? On parle des plans de sauvegarde communaux, puisque j'ai été maire, on doit les mener. Est-ce que vous pensez que ça peut être vers ça qu'on peut s'orienter? Merci. Merci. La parole est à Thibaut Monnier. Merci, Monsieur le Président. Mon général, n'est-il pas opportun de restituer dans nos armées le principe un chef, une mission, des moyens? Vous l'avez d'ailleurs évoqué en préambule. Les régiments ne gagneraient-ils pas en résilience à disposer en permanence d'une plus grande partie de leurs moyens financiers et de leur matériel pour offrir une capacité de réaction en toutes circonstances? Je vous remercie. Merci. La parole est à Catherine Rimbert. Merci, Monsieur le Président. Général, les récents conflits ont pointé le rôle essentiel des systèmes de défense sol-air, marqués par la prolifération des drones collaboratifs et de munitions à bas coût. Vous l'avez évoqué dans votre propos introductif. Nos intercepteurs Mistral 3, à plusieurs dizaines de milliers d'euros, sont ainsi mobilisés pour neutraliser des drones civils détournés, dont la valeur est dérisoire en comparaison. Notre système SAMPT Mamba de moyenne portée se révèle inadapté face aux menaces de basse altitude. De plus, les retours d'expérience de l'opération Barkhane ont montré la nécessité de disposer de systèmes mobiles d'accompagnement pour protéger nos forces déployées.
malgré une enveloppe de 5 milliards d'euros prévue par la LPM 2430 pour la défense sol-air, les délais de livraison des systèmes Serval DSA et LAD s'étendent jusqu'en 2031 et les volumes prévus restent limités. Dans ce contexte, quelles mesures sont envisagées par l'armée de l'air et de l'espace pour répondre à cette situation et notamment sur les programmes de défense à courte portée? Merci, Général. Merci, mon Général. La parole est à vous. Oui, impact des règlements climatiques sur nos missions, extrêmement important. Et là, vous l'avez signé, nous avons un officier général en charge au niveau de l'état-major qui s'occupe donc de ces soucis, à la fois pour prendre en compte l'impact du dérèglement climatique sur notre manière d'opérer. Donc, ça veut dire quoi? Quand forcément vous augmentez la flotte d'A400M, vous êtes plus en mesure d'intervenir dans les Outre-mer si jamais elle fait l'objet type Chido pour pouvoir secourir les populations que si vous n'avez pas d'A400M. Donc, mais là, je caricature un peu. La volonté, elle est véritablement de regarder cet impact. C'est effectivement tout ce qui est dérèglement climatique, incendie, ce qu'on a pu vivre à Cazaux, et donc sur notre agilité. Je parlais de ACE, donc de ces redéploiements et de cette dispersion de nos flottes d'avions, en s'entraînant, en faisant un ACE en Pologne, en Croatie, etc., forcément, vous êtes plus à même de pouvoir vous disperser rapidement si jamais vous avez un feu de forêt qui arrive aux portes donc de votre grillage. La deuxième chose, c'est que on n'a pas de connexion avec, et c'est peut-être un tort, avec la partie civile sur ces aspects de dérèglement climatique. Et donc, effectivement, ça peut être une bonne idée de pouvoir demander aux commandants de base, qui sont les chefs locaux, de pouvoir regarder avec leur environnement et de voir comment on peut s'organiser. Ce qu'on a fait typiquement quand il y a eu les incendies et les feux de forêt donc dans les Landes, les pompiers de la base aérienne de Cazaux ont participé directement, et ça a été d'une grande aide, auprès du SDIS pour pouvoir maîtriser ces feux de forêt. Vous avez les marins-pompiers en ce moment à Marseille qui également font leur job. Et d'ailleurs, je leur salue parce qu'ils font un travail remarquable. Voilà, donc ça peut être une bonne idée. La deuxième chose sur le dérèglement climatique, c'est que je l'ai un peu dit, mais je ne sais pas si ça s'est bien entendu, nous devons aussi participer à l'atténuation du dérèglement climatique. Quand je dis ça, sans pour autant remettre en cause nos missions opérationnelles, mais souvent on nous dit, OK, oui, la chasse, le carburant, etc. Enfin, l'aviation de l'armée de l'air et de l'espace, c'est 0,25%, d'accord, de l'impact carbone généré par le transport. Donc 0,25% des 30% du transport. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que derrière, il faut quand même conserver nos opérateurs. Pour autant, on doit se poser les bonnes questions. Et typiquement, ça peut être du gagnant-gagnant, comme assurer l'autonomie énergétique d'une base aérienne avec des panneaux photovoltaïques. Voilà. C'est des sujets sur lesquels on travaille énormément. Sur le soutien, monsieur le député, merci beaucoup de cette question. Elle est centrale. J'évoquais base aérienne, outils de combat. C'est une réalité, c'est-à-dire que l'on doit être capable d'être autonome. Et donc, on fait tout pour que le commandant de base, qui est le chef local de toutes les missions qu'on lui donne, que ce soit la dissuasion, protection de l'espace aérien national, des missions d'intervention, etc., puisse disposer des soutiens localement. Et donc, il y a véritablement une subsidiarité du niveau central, c'est-à-dire de l'état-major des armées, vers, en ce qui concerne l'armée de l'air. Parce que les spécificités sont un peu différentes forcément dans la Marine nationale et dans l'armée de terre. Donc du niveau central vers donc, le commandant de la base aérienne qui dispose et qui doit disposer, et on fait tout pour, de tous les leviers. C'est pour ça que très souvent, vous avez un commandant de base qui est commandant de base de défense. Voilà, il a la double casquette parce qu'il a les soutiens et l'opérationnel en même temps. Et ça facilite énormément les choses. Et nous sommes extrêmement attachés à ce que ce soutien reste local, depuis le niveau central. Sur la partie donc, défense solaire, Madame la députée, oui, vous avez raison, on y travaille. C'est-à-dire qu'il faut
et c'est un peu critique, c'est même le cas en ce moment en Ukraine avec des drones qui sont abattus par des missiles Mika qui coûtent quand même plusieurs milliers d'euros. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc on développe des capacités bas coût pour pouvoir donc contrer cette menace, et notamment dans la défense solaire multicouche. Vous avez évoqué le Mistral, qui est vraiment la très courte portée. Vous avez le Crotale après, sur la courte portée. Vous avez le Santé, qui effectivement, lui, est beaucoup plus dirigé vers tout ce qui est missiles balistiques, supersoniques, voire hypersoniques. Et puis après, je l'ai évoqué déjà, les hélicos, les chasseurs, etc. Mais lui, ce qui est important, nous, on travaille sur trois choses. Un, la partie laser brouilleur, je vais les mettre en même temps parce que c'est ce qui permettra donc de brouiller des essaims de drones qui voudraient survoler donc nos sites militaires. On travaille également sur l'artillerie et le canon de 40 mm ou 30 mm qui permet effectivement, une boulette de 30 mm, ça coûte quand même moins cher qu'un missile Mistral. Et puis des armes à énergie dirigée pour pouvoir neutraliser ces drones qui sont effectivement une vraie menace. Voilà. Donc c'est en cours de développement et on souhaite réellement les acquérir pour pouvoir renforcer des défenses solaires de nos bases aériennes qui sont quand même déjà bien loties. Hein. Enfin, on a déjà les moyens de faire quelque chose. Merci, mon général. Nous allons passer à deux autres questions et je passe la parole à Nadine Lechamp. Merci, Monsieur le Président. Général, le retrait prématuré des C-160 Gabriel sans remplacement immédiat pour des motifs budgétaires a été un coup très dur pour nos ROM. Ces appareils devaient être remplacés dans les plus brefs délais par les Falcon 8X Archange. Les livraisons prévues au départ de 2025 semblent être repoussées à 2028 ou 2030. Cette incertitude est inquiétante, surtout lorsque la guerre se déroule non loin de nous. Pour compenser ce retard, il a été décidé de louer un Saab 340 au travers du contrat Solar, situation ironique dans laquelle un retrait prématuré prévu pour faire des économies revient finalement à une situation dans laquelle nous devons dépenser à nouveau et attendre aléatoirement l'arrivée de nouveaux appareils. Général, ce retrait était une décision politique et je sais que vous en êtes en aucun cas responsable. Je voudrais que vous éclairiez notre commission sur l'usage du Saab 340, mais aussi sur l'arrivée du futur du Falcon 8X Archange. Qu'en est-il de ce dossier? Je vous remercie. Merci. La parole est à Frédéric Boccaletti. Merci, Monsieur le Président. Mon général, l'annonce du choix du GlobalEye pour remplacer les E3F avec 2 appareils commandés et 2 en option, assorti d'un engagement de maintien en conditions opérationnelles sur le territoire national en coopération avec Sebena Technique, répond à une urgence capacitaire, mais soulève plusieurs questions de fond. D'une part, une substitution progressive de certains capteurs d'origine étrangère, notamment le radar maritime, par des technologies françaises est-elle envisageable sans remettre en cause la cohérence du système ? D'autre part, le format réduit de la commande laisse-t-il envisager un recours uniquement transitoire à la plateforme Bombardier, dans l'attente d'une solution souveraine fondée sur le Falcon 10X certifié ? De plus, Dassault Aviation a-t-il été associé en amont à la décision ? Enfin, sur ces segments essentiels, a-t-on définitivement opté pour un partage européen des tâches, au risque de compromettre notre autonomie stratégique sur le long terme ? Je vous remercie. Alors, j'ai des questions qui se rajoutent. Du coup, je vais passer la parole à Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon général, de votre venue ce matin. Ma question porte sur la très haute altitude. Vous avez déclaré récemment qu'il fallait que notre armée de l'air et de l'espace aille plus loin, plus vite, plus haut. Voilà. Et vous nous disiez qu'il fallait investir, se préparer et être opérationnel sur cette THA. Et en même temps, on sait que cette très haute altitude, c'est une zone grise sur le plan juridique, parce que c'est très mal couvert par les traités internationaux. Donc, ma question est toute simple. Selon vous, quel doit être, plutôt quel est aujourd'hui l'engagement de la France pour mieux encadrer cet espace sur le plan juridique? Je vous remercie. Merci. Mon général, la parole est à vous. Super. Alors, Archange.
vous avez raison, Madame la députée. Donc, moi, ce que j'ai en soude, c'est 3 systèmes avec livraison en 2027 de 2 systèmes en 2029 d'un 3e système. Et avec, et vous l'avez souligné, une capacité ROEM indispensable en matière de renseignement stratégique, en matière de surveillance et de préparation à l'engagement, en matière d'appui également à nos opérations dans la profondeur et également à nos missions tactiques. Donc ce système Archange sera extrêmement important pour la suite de nos opérations et en matière donc de renseignement. Le programme est relativement complexe, mais on est sur le trait. Oui, on a pris Solar en attendant, mais tout simplement parce qu'on avait besoin de pérenniser et favoriser les ressources humaines en spécialistes ROEM aéroportés, parce qu'on ne pouvait pas les laisser de côté et puis faire balle neuve avec l'arrivée de Archange. Donc il a fallu quand même maintenir ses compétences et ses expertises, d'où Solar notamment. Combler également la retraite de service du C-160, même si Solar est un cran en dessous du C-160 Gabriel, on fait quand même énormément de choses sur le ROEM. Et puis derrière, on a quand même quelques centaines d'heures de vol par an qui prouvent qu'on l'utilise. Et notamment, même si on a des problèmes sur le radar SAR-MTI, on le compense avec les ALSR, donc patrimoniaux, que l'on a en regard du système Solar. Donc on attend Archange avec impatience en 2027. Sur la partie Global Eye, j'ai envie de dire, monsieur le député, que j'aurais bien voulu acheter, donc j'aurais bien voulu avoir un Falcon 10X pour succéder donc à l'AWACS. La seule difficulté, c'est que moi, les AWACS, ils se terminent en 2029-2030. Et là, j'ai rien. L'AWACS, il contribue quand même directement au raid nucléaire. Donc j'avais besoin de quelque chose sur étagère. Et la seule chose qui existe à un prix raisonnable, parce qu'effectivement, on peut aller voir le E7 de l'autre côté de l'Atlantique, mais la seule chose qui existe, c'est le Global Eye, d'où la nécessité et l'achat de ces 2 Global Eye sur la LPM, plus 2 ensuite, avec quand même, parce qu'on a regardé la possibilité donc d'avoir un Global Eye géométrie variable et de pouvoir l'updater dans la durée, et donc de le mettre et de le franciser comme on le souhaite. Ça, c'était également important. Donc c'est une option à ce stade qui est véritablement bien parti. Voilà. Et j'aurais, oui, Falcon 10X, ça aurait été bien, et j'en ai parlé avec le président de Dassault, mais je veux dire, il arrive un moment où moi, il faut que je puisse assurer l'arrêt nucléaire, donc il faut quelque chose. Très haute altitude, oui, monsieur le député, vous avez raison, zone grise, c'est quelque chose qui doit être encadré juridiquement au niveau européen, ce qui, avec en ce moment même des débats qui sont menés pour savoir comment cette partie de l'espace aérien, qui est en dessous de la ligne de Kármán, donc qui est en dessous du traité de 67, comment on va légiférer dans cette partie-là, parce que l'on est... Moi, ce que je souhaite, c'est que ce soit simplement une extension de notre espace aérien, jusqu'au niveau à peu près niveau 500, et donc que l'on considère cette très haute altitude comme notre espace aérien, qui doit être donc souverain, et donc qui doit relever d'un encadrement juridique français. Voilà, c'est comme ça que je le souhaite, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le présente. Merci, mon général. Nous avons 3 dernières questions, et je passe la parole à Sébastien Sapasteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Je me permets de reprendre la parole parce que j'ai eu le sentiment que vous n'avez pas totalement répondu à l'une de mes questions. Il n'y a pas de souci, vous devez être concis et les questions sont nombreuses. Sur la question en fait de l'asymétrie, on a aujourd'hui des États autoritaires qui s'affranchissent des équilibres, en tout cas sur l'autonomisation de la fonction létale des drones. L'IA est à mon sens une nouvelle frontière. Vous avez parlé du Shahed, il y a des évolutions perpétuelles. Aujourd'hui, on déplace le réservoir,
blinde plus fortement le bas en fait, du drone, on a des sous-munitions, et en gros, on est dans une course sans fin entre lutte anti-drone et amélioration des drones. Et la nouvelle frontière sera peut-être l'autonomisation, l'intelligence artificielle. Encore 700 drones, plus de 700 drones ont été tirés sur l'Ukraine hier par les Russes. Et on sait très bien que ces régimes-là ne se poseront pas la question, ou les questions que nous nous posons. Donc plutôt que de répondre à cet équilibre avec l'éthique, qui relève plutôt du politique d'ailleurs, qu'est-ce que vous observez justement sur le front ukrainien, sur ces évolutions, et est-ce qu'elles ne sont pas quelque chose à redouter très fortement ? Merci. Ça me rappelle les débats sur les drones qu'on doit armer ou qu'on ne doit pas armer. Ben, ça date de quelques années. Finalement, on les a armés. C'est donc une question intéressante. La parole est à Julien Limongi. Oui, merci Monsieur le Président. Mon général, je souhaiterais vous interroger sur la capacité de projection stratégique vers les territoires ultramarins qui constituent à la fois une richesse et une responsabilité stratégique pour la France. En tant que rapporteur d'une mission d'information sur la mobilité stratégique en Europe et dans les Outre-mer, je m'interroge sur la réactivité de nos capacités de transport aérien, notamment en cas de crise majeure, qu'elle soit sécuritaire, humanitaire ou liée à une montée des tensions dans l'Indo-Pacifique par ailleurs. Or, la loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit une cible de 37 A400M, en baisse notable par rapport à la cible initiale de 50 appareils, dans un contexte où la simultanéité des crises devient une hypothèse de plus en plus réaliste. Cette cible vous semble-t-elle suffisante pour garantir la capacité de projection rapide et durable de nos forces, en particulier vers nos bases et emprises outre-mer? D'autant que l'on nous indique que les A400M sont déjà fortement sollicités à ce jour. Cette tension sur le parc disponible ne risque-t-elle pas de créer un effet de seuil critique en cas de besoin massif ou prolongé? Merci. La parole est à Alexandre Dufossé. Merci Monsieur le Président. Mon général, une question d'actualité. Nous le voyons encore en ce moment à Marseille, dans l'Aude ou dans l'Hérault, notre pays fait face à des feux de forêt de plus en plus précoces, fréquents et violents. La question des capacités de lutte aérienne contre les incendies devient donc urgente. La flotte de la sécurité civile, vieillissante et sous-dimensionnée, ne permet plus à elle seule d'y répondre efficacement. Dans ce contexte, nous suivons avec attention les essais menés par Airbus pour équiper l'A400M d'un kit anti-incendie amovible. Il permettrait un largage rapide de 20 000 litres d'eau ou de retardant et pourrait donc constituer à terme un outil d'appoint précieux en soutien de la sécurité civile, notamment lors des périodes de saturation. Ma question est donc la suivante, mon général. Que pensez-vous de cette possibilité? Les A400M de l'armée de l'air et de l'espace pourraient-ils se voir ponctuellement mobilisés dans la lutte contre de tels feux, et à quelles conditions? Je vous remercie. Merci. Mon général, la parole est à vous. Merci. Oui, pour revenir donc sur cette asymétrie, sur les moyens que peuvent développer effectivement certains pays qui font fi du droit international, je suis bien d'accord. C'est une vraie difficulté, mais pour autant, nous ne tomberons jamais dans ce piège-là. Et je le vois dans la construction des règles d'engagement, dans le développement de nos capacités, etc., elle respecte scrupuleusement le droit international. Et je le dis parce qu'il faut faire avec. Et effectivement, c'est beaucoup moins facile que quand, finalement, vous pouvez faire fi de ces droits et de ces capacités. Voilà. Donc, ça crée un déséquilibre, je suis bien d'accord, que l'on peut compenser avec beaucoup de choses. On l'a découvert avec le conflit en Ukraine, mais la saturation de l'espace, que ce soit une saturation physique, cinétique ou électromagnétique, permet de mieux utiliser nos armes de décision qui respectent là aussi scrupuleusement un ciblage qui répond du droit international. Et on ne cible pas n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Donc c'est des choses que l'on prend en compte. Maintenant, oui, ça crée effectivement un déséquilibre, mais il est hors de question de ne pas respecter le droit international. Sur la mobilité et sur donc les A400, très bonne question. C'est une petite révolution chez nous. C'est-à-dire, et on l'a vu avec la crise en Nouvelle-Calédonie. Ce qu'on a fait en Nouvelle-Calédonie, on aurait été incapable de le faire il y a encore 3 ou 4 ans. Incapable. Parce qu'on n'avait pas assez de MRTT, parce qu'on n'avait pas assez d'A400, etc. Enfin, il faut quand même se rendre compte, sur une flotte de 15 avions, donc on va dire 12 en ligne, d'accord, parce qu'il y a toujours des maintenances, etc. À un moment donné, dans le Pacifique, vous aviez 9 MRTT en l'air, au même moment. Vous aviez des A400 qui ont fait 40 heures de vol.
parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est tout simplement à 19 000 km et c'est diamétralement opposé donc du territoire de la métropole. Donc quand il a fallu emmener des centaines et des centaines de forces de sécurité et des centaines de tonnes de fret, ça s'est fait grâce à notre flotte MRTT A400 et le couple est parfait. C'est-à-dire que l'on a véritablement de l'agilité avec l'A400 et on a véritablement le poids lourd avec le MRTT. Pour autant, c'est vrai, 37, ne me demandez pas, moi, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, si c'est assez. Je vous dirai jamais, non, c'est jamais assez. Mais 37, c'est quand même 35 plus 2, donc les 2 qui ont été faits avec le Global Deal. À suivre. L'histoire, je pense, de l'A400 n'est pas terminée. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que 2 choses. 1, c'est un A400, et on pourra l'évoquer avec la question d'après, qui est réellement polyvalent. C'est-à-dire que derrière, vous y mettez du fret, vous y mettez des passagers, vous y mettez, pourquoi pas demain, des drones, vous y mettez énormément de choses dans cette soute, et donc c'est son évolutivité qui est très, très intéressante. La deuxième chose sur la partie transport et mobilité stratégique, ce qui nous intéresse un peu aussi, c'est la pluralité des vecteurs. C'est-à-dire vous avez du MRTT, vous avez de l'A400, mais avoir du CASA outre-mer, c'est aussi extrêmement intéressant parce que ça se pose sur des toutes petites pistes. Et donc ça aussi. Donc il faut penser, je dirais, de manière assez globale sur MRTT A400 et CASA. Et bien sûr le segment hélico, mais ça c'est un peu autre chose. Sur la partie donc A400, oui. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a un kit qui est développé par Airbus. Et je crois qu'il y a un prototype qui a été présenté, qui permet d'ailleurs d'avoir des performances voire plus élevées que les Canadair qui existent. Néanmoins, contrairement aux Canadair, il faut quand même que l'A400 se pose pour pouvoir le gonfler d'eau. Hein. Donc ça prend un peu plus de temps. Voilà. 5 minutes 5 minutes. D'accord. Bon, ça prend, mais il faut quand même se poser. C'est pas... voilà, donc faut quand même, ça c'est peut-être un peu le truc, mais c'est une bonne chose. La deuxième chose également, oui, l'armée de l'air et de l'espace pourrait bien sûr contribuer bien sûr à cette nouvelle mission. Maintenant, ça nécessite de former des pilotes parce que c'est une mission quand même extrêmement spécifique. Donc il y a derrière à la fois de l'infra, il y a des RH, il y a de la formation, etc. Ce que fait très bien la sécurité civile, c'est d'anciens pilotes généralement de l'armée de l'air et de l'espace qui y sont. On est souvent en contact et je peux vous dire que les missions réalisées, c'est pas un sport de masse, hein. Vraiment pas un sport de masse. Merci. Merci, mon général. Nous arrivons au bout de ces questions, mais les questions qui ont été nourries, vos propos ont été aussi très riches. Je vous remercie pour tout ça. Mes chers collègues, nous avons une petite interruption avant de reprendre nos travaux à 11h. Je vous remercie. À tout à l'heure.